Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café, l'émission quotidienne qui vous propose un condensé des infos à savoir autour du développement. Et le rendez-vous, il n'est pas super compliqué à mettre dans vos agendas car c'est tout simplement du lundi au vendredi à partir de 7h. Et pour ce numéro du 23 juin, je vous préviens, il y a une tonne de nouvelles versions car je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout le monde s'est décidé à sortir des versions quasiment en même temps. Mais on parlera aussi de sujets autour de sécurité et pour le coup, c'est pas super encourageant. Mais avant de voir l'actu du jour, on plonge maintenant dans le passé et en l'occurrence, il y a pile poil 20 ans, c'est-à-dire le 23 juin 2003, Microsoft lançait Windows Mobile qui venait succéder au système Pocket PC. Et le nom Windows Mobile était parfaitement approprié car on retrouvait ses réflexes de Windows mais dans sa poche ou plutôt dans sa grande poche parce qu'à l'époque c'était des PDA. Et sur cet OS, plusieurs versions se succéderont jusqu'à Windows Phone en 2010 et vous connaissez déjà ensuite la fin de l'histoire. D'ailleurs, si vous avez de vieux PDA, n'hésitez pas à les sortir de vos placards pour vous mettre aussi un coup de vieux. Mais bon, plus sérieusement, on quitte cet aspect rétro pour revenir en 2023 et avec le programme que je vous ai présenté tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit en intro, il y a beaucoup de nouveautés entre hier et avant-hier, alors je vais essayer de vous lister les infos à savoir, mais je serai obligé de trancher un tout petit peu dans le changelog, donc surtout n'hésitez pas à aller voir les liens sur les sujets qui vous intéressent. Allez, on commence côté Android, avec tout d'abord l'outil Screen Copy qui est disponible en version 2.1 et qui est déjà bien connu pour permettre de faire du mirroring des téléphones Android, mais sur son ordinateur. Dans l'idée, la version 2 donnait accès au forwarding de l'audio en plus du streaming du contenu de l'écran. Et en toute logique, la 2.1 améliore ça avec maintenant la possibilité de ne streamer que l'audio du téléphone. Et encore mieux, vous pouvez demander d'utiliser le micro comme source audio, ce qui vous fait un micro un peu gratuit. Et en plus de ça, on note un potentiel meilleur support des écrans pliables lorsqu'on change de configuration ou encore d'Android 14, mais sur ce point, ça reste une preview. Donc surtout, n'hésitez pas à faire l'upgrade, car comme d'habitude, c'est un indispensable. On continue avec Android, mais plutôt côté développement, avec tout d'abord Camera X qui est disponible en bêta pour la 1.3, et pour le coup ça devrait pouvoir vous donner plein de nouvelles idées, car il y a le support de 2 flux de caméra en simultané, si bien sûr le device le supporte. Il y a aussi le support du HDR sur les vidéos, ou encore la possibilité d'utiliser des effets en temps réel qui ont été codés en OpenGL ou alors en Vulkan. Et vous avez aussi un objet AudioStat qui vous est retourné pour par exemple afficher un indicateur à l'utilisateur lorsque le micro est vraiment enregistré. Et je pense que si Google se permet de communiquer sur le blog officiel d'Android pour cette bêta, vous pouvez commencer à la regarder plus que sérieusement. Et côté dépendance Android en général, qui sont mises à jour chaque semaine, Ian Lake qui communique dessus nous dit qu'en gros c'est juste des changements mineurs pour cette fournée. Par contre, maintenant que les API d'Android 14 sont disponibles, toutes les mises à jour des dépendances ont maintenant un Compile SDK à 34. Allez, on laisse de côté Android pour maintenant se diriger vers React Native qui a droit à sa mise à jour trimestrielle qui porte le beau numéro de 0.72. Ils mettent en avant des nouveautés pour Metro qui est le bundler de Code.js. Et en l'occurrence, une fonctionnalité qui était très demandée, à savoir le support des symlinks, est désormais dispo en bêta. Et d'ailleurs, toujours en bêta, vous avez ce qu'on appelle les packages export qui est une alternative à la partie main du package.json. Il note aussi que côté développement, si vous faites appel à des propriétés CSS invalides, auparavant vous aviez une erreur en rouge. Mais dans la mesure où c'est pas une erreur aussi importante qu'un crash par exemple, désormais ils mettent des erreurs silencieuses à la place, histoire que vous puissiez quand même vous en rendre compte. Il y a ensuite une amélioration de l'affichage des erreurs, que ce soit autant sur la ligne de commande qu'avec Hermes, ou encore des meilleures performances sur ce même Hermes, typiquement avec le parsing de JSON. Vous avez également quelques breaking changes que je vous invite à lire, sachant d'ailleurs que si vous utilisez Expo, il faudra attendre la version 49 pour que ce soit totalement compatible avec cette 0.72. Et tiens, avant de refermer cette page React, pour info, un ticket a été ouvert pour basculer la partie Android de Java vers Kotlin, et pour ça, ils ont besoin d'aide pour migrer les tests, donc si vous voulez porter moins forte, vous le savez, le lien est en description. Allez, c'est pas encore fini pour les nouveautés car on reste sur du multiplateforme, mais avec Unix cette fois-ci et une version 7.1. Vous y trouverez la possibilité d'avoir des masques sur vos champs texte pour par exemple écrire des numéros de téléphone plus facilement. Ensuite, et d'une manière générale, vous avez maintenant accès aux labels sur les Select, Input, Textoria et les Range. Et côté visuel, vous avez plus de personnalisation possible pour le composant Daytime et aussi les Select. Donc en gros, c'est pas une version qui casse la baraque, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Et enfin, la dernière nouveauté qui pour le coup n'est pas une mise à jour, mais bien quelque chose qui va révolutionner vos vies, ou en tout cas c'est ce qu'Apple nous vend comme ça. Et bien sur Xcode 15 Beta 2, vous avez désormais accès au SDK pour visionOS, c'est-à-dire le système d'exploitation qui est fait pour le futur casque de réalité virtuelle et augmentée qui s'appelle le Vision Pro. Et l'idée c'est que vous pouvez tester sans casque pour le moment, mais dès le mois de juillet, il sera possible de demander dans certains pays des kits de développement. Mais là-dessus, à voir quelles seront les conditions, car par exemple, lors du passage au processeur M1, le Mac Mini, il n'avait pas été une donation, si vous voyez ce que je veux dire.
Mais en tout cas, vous pouvez être dans les starting blocks et développer les applications du futur, vous savez, la fameuse informatique spatiale. Et voilà, c'était tout pour ces nouveautés, et encore, je les avais pas toutes mises comme Svelte 4 ou la deuxième bêta du DevOps de Microsoft, mais bon, avant de voir des sujets pas forcément reluisants, on fait le détour par les actus en bref. On dit souvent que la Silicon Valley est une grande cour de récréation et le dernier événement en date ne fait que le confirmer. Tout a commencé mardi où Elon Musk a répondu sur Twitter qu'il était prêt à participer à un combat en cage. Chose à laquelle Mark Zuckerberg a répondu sur Instagram « Envoyez-moi le lieu ». Et le site The Verge est allé jusqu'à contacter Meta qui a bien confirmé que ce n'était pas une blague. Et maintenant je vous laisse prendre les paris dans les commentaires. On poursuit sur Twitter et je vous avais indiqué que cela faisait plusieurs mois qu'il ne payait plus ses factures Google Cloud à tel point que la note atteindrait les 300 millions de dollars. Mais la nouvelle CEO de Twitter aurait parlé en personne à son homologue chez Google pour non seulement résoudre cet impayé, mais aussi évoquer la publicité et l'utilisation de l'API Twitter par Google. On continue et si vous êtes fan de tennis, le tournoi de Wimbledon aura lieu début juillet. Et IBM vient d'annoncer que les vidéos mettant en avant les principaux faits marquants seraient commentées par une IA. Si cette nouveauté éveille votre curiosité, il faudra télécharger les applis Android et iOS officielles. La CNIL a ensuite communiqué hier sur une nouvelle amende autour d'une infraction au RGPD et cette fois-ci c'est Criteo qui va devoir ouvrir son porte-monnaie pour débourser les 40 millions demandés. Et en effet, la CNIL reproche des manquements autour du consentement des utilisateurs. Et enfin, si vous êtes un fanat de JetBrains et de leurs IDE, une boutique officielle est désormais en ligne. Vous y trouvez des t-shirts et des hoodies, mais aussi des stickers et des pins. Malheureusement, Kodi, la mascotte de Kotlin, n'est pas proposée sur le site. On reprend, et vous ne le savez peut-être pas selon le secteur dans lequel vous travaillez, mais de plus en plus de sociétés se font expertiser et obtiennent une sorte de cyberscore pour évaluer leur niveau de cybersécurité. Mais l'association française qui s'appelle le CESIN, ou alors si je vous dis l'acronyme complet, ça veut dire le Club des experts de la sécurité de l'information et du numérique, trouve que c'est un peu un gros pipeau ce système de score. Et dans un communiqué de presse, ils veulent prévenir des potentiels clients qui se laisseraient avoir car ils disent qu'il n'y a pas de référentiel partagé et accepté autour de cette notion de score. Ou alors si on comprend le message qui est derrière, on ne peut pas donner de crédit à ces badges car potentiellement, peut-être que des sociétés pourraient avoir des beaux badges, peut-être moyennant finance. Alors je sais pas si vous avez ce pouvoir de décision, mais en tout cas faites bien passer le message autour de vous le temps que des normes soient bien créées, à moins que vous ne vouliez profiter aussi du business, mais bon, j'ai quand même espoir en votre bonne foi. Bon, on continue et cette semaine, j'ai vraiment l'impression de vous parler de failles de sécurité qui sont des déclinaisons d'un même problème. Il y a eu le pass France-Allemagne où une instance Vercel n'était pas déployée et donc n'importe qui pouvait se l'accaparer. Puis ensuite, des packages sur NPM qui dépendaient de Bucket S3 qui n'existaient plus et qui pouvaient là aussi être repris par des personnes plus ou moins bien intentionnées. Et maintenant, la troisième variante, on va dire, c'est sur les repos GitHub, puisque selon des chercheurs, un peu moins de 3% des repos pourraient être vulnérables à ce qu'on appelle du repo jacking. Mais attention quand même, car leur échantillon n'était que de 1,25 million de repos, alors qu'il en existe 300 millions, les 3% sont en réalité de l'extrapolation. Mais malgré tout, le problème est bien réel et facilement compréhensible en plus. Imaginons pour ça que vous ayez un repo et que vous le renommiez ou alors que vous le changiez d'organisation. Dans ce cas, il va forcément changer de nom et d'URL, et par commodité, GitHub va automatiquement faire la redirection. Sauf que cette redirection, elle n'est pas bloquée, et ce que je veux dire par là, c'est que n'importe qui peut reprendre un nom qui n'est plus utilisé. Et donc là, vous comprenez la suite, on met le code que l'on veut, et par exemple des dépendances qui prenaient directement leur source sur GitHub, on voit très vite les implications qu'il pourrait y avoir. Malheureusement, dans cette histoire, c'est assez difficile de s'en protéger, et c'est là où on voit que les fameuses failles de type supply chain, elles n'ont pas fini de grossir, car avec les 3 exemples que je vous ai cités cette semaine, on voit à quel point c'est très simple de se faire passer soit pour quelque chose qui n'existe plus ou pas. On va continuer sur GitHub, mais avec une histoire un peu rocambolesque autour de GitHub Copilot, car cette fois-ci c'est pas un problème autour du respect des licences, mais plutôt de quelqu'un qui se dit être le créateur de la solution aurait été mal payé et mal reconnu. Alors je vous prends l'histoire de zéro, et Alex Gravely était en effet chez GitHub au moment où a été prototypé GitHub Copilot, et il a publié un tweet cette semaine où il dit qu'en plus de son salaire, il n'a reçu qu'une prime de 20 000 $ pour ce projet, alors que ce serait une véritable cash machine maintenant. Et dans un second tweet, il invite ses followers à aller plutôt dans des startups où on serait mieux payé que chez GitHub. Mais là-dessus, l'histoire est un peu plus compliquée qu'il n'y paraît, car entre-temps, des tweets ont été supprimés. Et dans ce fameux tweet qui a été effacé, il s'en prend à son supérieur en disant qu'il aurait initialement refusé la promotion des 20 000 $ sans pour autant préciser qui est vraiment ce supérieur. Et en parallèle de ça, il y a aussi un thread sur Hacker News dans lequel un ingénieur qui travaille maintenant sur le projet n'hésite pas à le qualifier d'imbu de sa personne en disant qu'il n'a participé qu'au premier prototype et que ce n'est même pas la première personne de chez Microsoft à avoir expérimenté des LLM avec des outils pour les IDE.
Mais Alex Gravely a répondu assez furax en dessous que pendant 1 an et demi, il a eu de multiples casquettes, à savoir Product Manager, Lead Engineer et Designer. Et là, il n'hésite pas à sortir les dossiers pour dire qu'en interne chez Microsoft, personne ne voulait d'OpenAI au départ pour plutôt privilégier les solutions maison. Et il rajoute qu'il est à la base de l'extension VS Code et qu'il a même fait du lobbying auprès du CEO de Microsoft en personne et que d'ailleurs le nom de Copilot est de son fait. Et il termine en disant, et je le traduis, « J'étais architecte en chef, c'était mon bébé ». Donc là, ça sent vraiment le déballage de dossiers en public et a priori, la fin d'Alex Gravely chez Microsoft a été compliquée car on peut lire sur son CV qu'il a quitté la boîte en novembre 2022. Donc bref, on va éviter de prendre position, mais comme qui dirait, il faut toujours se méfier des beaux discours marketés. Et voilà, c'était tout pour ce numéro de Dev Café en déplacement. J'espère que cette version délocalisée vous a quand même plu, car bon, elle est toujours autant faite avec amour. Et tiens, en parlant d'amour, vous pouvez aussi faire un like sur la vidéo. Bon, ok, j'avoue, ma transition, elle est un peu foireuse. Mais bon, malgré tout, n'hésitez pas quand même aussi à me donner vos fameux paris, vous savez, sur le combat entre Mark Zuckerberg et Elon Musk, et mettez-moi ça dans les commentaires pour savoir qui va gagner ce fameux match. En tout cas, pour ma part, eh bien, je vous propose qu'on se retrouve dans les conditions normales dès lundi, mais avant ça, je vous souhaite bien sûr un bon vendredi et un bon week-end ensoleillé. En tout cas, je l'espère. Allez, bon week-end à tous.